Bonjour à tous. Voilà, vous êtes avec nous. Je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat. Bonjour Jean-Brice. Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler du sens de la maladie. La maladie a-t-elle un sens? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question dans ce sens, j'ai envie de dire? Et j'ai l'honneur de recevoir Jean-Brice Tivan qui va nous parler justement de toutes ces découvertes, comment il est passé de la naturopathie au biodécodage et voilà, de son expérience. Donc, écoute, je vais tout d'abord demander aux personnes qui nous suivent, et vous êtes déjà nombreux, si vous nous entendez bien, si tout va bien, voilà. Bonjour Cynthia, bonjour Didier, Claudine, bonjour Laetitia. Bon, j'espère que tout va bien. Je crois que c'est les vacances pour Laetitia. Voilà. Merci d'être avec nous. C'est vraiment chouette. Donc, si jamais il y a un moindre souci, vous n'hésitez pas à le dire dans le chat. Moi, je vais regarder le chat et je vais laisser la parole à Jean-Brice qui va nous expliquer son parcours. Voilà, Oui, merci en tous les cas d'être avec nous. d'accord, merci d'abord de m'accueillir, hein, parce que je connais un petit peu ta chaîne, j'ai vu qu'il y a des belles choses, ça permet d'avoir un petit recul un petit peu différent, une vision un peu différente, hein, de la vie, de la santé, de la maladie. Et tu as un beau parcours d'ailleurs. Et moi, je n'ai pas un aussi beau parcours parce que je suis venu à tout ça, on va dire à la santé, à la compréhension de ce que pouvait être une maladie, non pas parce que j'ai été moi-même malade, mais parce que, on va dire, je suis tombé un petit peu dedans, comme Astérix, enfin Obélix dans la potion au départ. En fait, moi, je suis issu d'une famille où on s'est toujours posé la question, en fait, pourquoi on tombe malade? Ça a été vraiment une question vraiment qui m'a interloqué depuis que je suis jeune, hein, vraiment enfant, avec un père qui était naturopathe, enfin, qui avait fait toutes des études, hein, déjà à l'époque, dans les années 60-70, il faut imaginer, hein, cette ambiance de l'époque. Et ça, il passait comme un extraterrestre, hein, quand on s'intéressait à la santé alternative dans les années 60-70. Voilà, il faut bien remettre ça dans son contexte à l'époque. Et moi, j'ai grandi dans cet environnement-là avec une mère qui faisait aussi beaucoup d'astrologie, de développement personnel. Et je suis un petit peu la synthèse, le fruit de tout ça, quoi. Et donc, on s'est posé la question, je me suis toujours posé la question, c'est quoi aller vers la santé parfaite? Alors, bien sûr, c'est inaccessible, hein, la santé parfaite, c'est quelque chose, voilà, qu'on n'atteindra pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie, dans ce parcours, dans mon parcours du moins, elle fait partie de la santé en fait. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est ce que j'ai eu envie de transmettre. Alors moi, je me suis installé, je propose, hein, des formations en naturopathie, puis maintenant en psychobiologie. Je suis aussi encore professeur d'éducation physique, voilà, faut le savoir. J'ai eu un parcours universitaire très classique aussi à côté, qui m'a donné plein d'outils géniaux. Voilà. Et donc, face à cette question, si vous voulez, pourquoi on tombe malade? Eh bien, j'ai eu beaucoup de réponses en fait dans ma vie, et des réponses souvent contradictoires, bien sûr, et c'est ce qui m'a permis justement d'avancer, d'en être là aujourd'hui. Alors, juste, je vais commencer à introduire cette notion-là, et puis après, on rebondira autour de ce qu'est vraiment la maladie, hein, telle que je la vois aujourd'hui. Euh, pour moi, il y a toujours eu une cause dans la maladie. Ça n'a jamais été le fruit du hasard, une anarchie comme ça, qui d'un jour, du jour au lendemain se met en place, sans qu'on comprenne pourquoi. Et dans toutes les traditions anciennes, quand on s'intéresse à la santé, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, on s'aperçoit que, par exemple, en médecine chinoise, ben, la maladie, c'est un blocage d'énergie vitale, un déséquilibre entre le yin, le yang, hein, une mauvaise circulation du qi. Donc il y a une cause autre que le simple aspect physique, matériel, qu'on essaie de masquer aujourd'hui avec la médecine allopathique. En Ayurveda, on va parler de disharmonie des humeurs, pitta, kapha, etc. En homéopathie, on va parler de déséquilibre du corps et l'effort que fait le corps pour établir cet équilibre en fait. Donc la maladie, c'est déjà un processus de rééquilibration. Et puis moi, j'ai appris en naturopathie parce que je suis plus issu de cette lignée-là, la lignée naturopathie hygiéniste.
comme la maladie étant comme une manifestation d'une élimination pour rééquilibrer le terrain. Donc là, on est sur une médecine de terrain. Et puis, quand on regarde un petit peu, encore un petit peu plus loin, d'autres conceptions de la maladie, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des théories comme Hans Selye, puis Laborie, qui ont mis en exergue vraiment la relation qui peut exister entre un stress vécu, un traumatisme, et une symptomatisation, une biologisation de ce qu'ils appelaient, eux, une contrainte, un conflit, un traumatisme. Et encore au-delà de toutes ces théories sur l'origine de la maladie, comment elle apparaît, on a des théories en Afrique où on vous dit que la maladie, c'est la colère des ancêtres. Alors, chez nous, ça peut porter à rigolade, mais en fait, cette théorie est peut-être celle qui est aujourd'hui la plus proche de la mienne aujourd'hui, de celle que j'ai adoptée, parce qu'on va voir que colère des ancêtres, ça renvoie à l'histoire familiale, ça renvoie à des principes familiaux qui se transmettent et à toute cette notion d'inconscient qu'il y a derrière la famille. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu comment je suis passé d'un parcours où la maladie a été vraiment perçue comme un déséquilibre de terrain dans la biologie à quelque chose comme étant un échec même, parce qu'on n'avait pas respecté certaines lois de la biologie, on n'avait pas mangé comme il fallait, dormi comme il faut, fait assez de sport, etc. Donc, moi, je suis passé d'une vision assez culpabilisante de la maladie. Tomber malade, c'était un échec, à, au contraire, aujourd'hui, une vision à la fois responsabilisante, mais comme étant un outil essentiel de connaissance de soi. Et on va voir que la maladie, c'est bien plus qu'une élimination ou qu'un rééquilibrage. C'est une solution qui est apportée par votre corps, qui va vous permettre de vous adapter à une situation pour laquelle vous n'avez pas de solution intellectuelle, vous n'avez pas, on va dire, les outils, les ressources pour faire face. Et votre corps va aller chercher dans ses mémoires, dans ce qu'on lui a appris, de façon inconsciente aussi, on verra. Il va aller chercher, épuiser des éléments qui vont lui permettre de faire face, justement, et de dépasser des situations qui auraient pu nous conduire à l'épuisement, à la mort, à quelque chose d'ingérable. En fait, voilà. Voilà un petit peu où j'en suis un petit peu aujourd'hui. Je développerai ça, bien sûr, tout au long de notre entretien. Merci Jean-Brice, c'est déjà très intéressant et si vous voulez réagir dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. Bien évidemment, si on a fait un live, parce que j'ai posé la question à Jean-Brice, je lui ai dit, tu sais, on peut soit enregistrer, soit faire un live. Il m'a dit, non, j'aimerais bien qu'on fasse le live, comme ça, on pourrait répondre aux questions en direct. Donc vraiment, voilà, c'est pour vous. Donc n'hésitez pas, vous êtes déjà pas mal sur le live. Et donc, bien, voilà. Vous avez vu, déjà, c'est très intéressant, effectivement. J'en parle aussi dans mon livre. C'est une solution parfaite, la maladie du cerveau, qui est trouvée par rapport à une contrariété, une émotion à laquelle on n'a pas pu faire face. Je rebondis sur ce que tu dis parce que je me méfie des mots. Je suis très attentif aux mots. Et on a tendance à dire solution parfaite en décodage classique, etc. Alors, il faut faire très attention parce que solution, c'est vrai, c'est une solution biologique, etc. Mais des fois, la maladie, elle c'est pas qu'une solution. C'est pas, et même, elle n'apparaît pas comme une solution. Quand on fait de l'ostéoporose, par exemple, on va avoir une perte minérale. Et en fait, on peut comprendre que si on regarde dans la biologie, parce que moi, je m'intéresse à l'interprétation des maladies, mais vraiment d'un point de vue de départ biologique. Je fais référence à la physiologie de l'organe avant d'essayer de comprendre sa symbolique, de nous montrer qu'il y a des interprétations symboliques, etc., qui sont très, très importantes. On peut aller très, très loin. Mais pour éviter de se tromper et pas partir dans des directions qui soient farfelues et qui peuvent induire en erreur, je parle vraiment de l'organe en lui-même et de sa fonction biologique. Alors, il y en a, ils vont vous dire, voilà, vous avez de l'ostéoporose, vous perdez de l'os, c'est une dévalorisation, vous creusez votre os parce que c'est la partie la plus dure de vous, vous voulez disparaître, etc. Mais
en quoi le fait de creuser mon os et de disparaître, ça va être une solution face à une situation où j'ai ressenti de la dévalorisation profonde, par exemple. Vous voyez, Mmh. tu vois ce que je veux dire? En Oui, ça, je c'est vois pas ce que une tu veux dire. solution. Par contre, si maintenant tu vois un os creux par rapport à un os plein dans la biologie, hein, dans la nature, tu regardes le comportement animalier, parce que l'éthologie nous donne des informations sur le sens des maladies. Les animaux qui ont des os creux, donc des os très très légers, c'est les oiseaux. Et ça leur permet, lorsqu'il y a un prédateur qui bondit sur eux, de décoller très vite et de fuir. Donc, si tu as une personne qui fait de l'ostéoporose à un moment donné, tu peux aussi te poser la question face à quel prédateur elle veut fuir. En quoi ce symptôme va être une réponse parfaite à une solution, enfin une solution en soi, hein, oui, Mmh. face à une situation bien précise dans sa vie. Donc, Mmh. si tu veux, là, ça te permet d'orienter différemment que d'aller chercher le ressenti. Parce que bon, autour de tout ça, hein, ce qui est important, bien sûr, c'est le ressenti, la relation qui existe entre le ressenti de la personne, le cerveau, comment il interprète les choses, et ce cerveau, en fait, il commande toutes les parties de votre corps. Mais il va envoyer une information qui correspond exactement au ressenti que vous avez eu à un moment donné de votre vie dans un organe et activer une fonction de cet organe-là en fonction. Voilà, pour vous aider précisément. Mais des fois, on a tendance à interpréter tout comme étant des solutions, alors que des fois, ben, ce n'est pas que des solutions. Hein, voilà. C'est C'est vrai. des réponses. Moi, je préfère parler de termes de réponses biologiques à des D'accord, tu contraintes. as raison. Ouais. Merci pour cette précision, c'est vrai que c'est plus adapté. Oui, Et puis, des exactement. fois, les gens qui, pas toujours, on n'a pas à dire ouais, c'est une solution, mais voilà, quand j'ai mal. Hein, ça n'enlève pas le fait qu'une maladie, c'est une contrainte, c'est douloureux parfois, hein, Mmh. que cette douleur, elle est souvent proportionnelle à la douleur morale. Hein, j'en parle souvent. Il n'y a pas de douleur sans qu'il y ait de douleur vraiment morale derrière quand elles sont chroniques. Hein, les douleurs, je parle, hein, bien sûr, pas Oui. mécaniques. Et voilà, c'est cette notion-là qu'il faut garder à l'esprit et garder un peu d'humilité aussi face à la maladie, parce que je sais que les personnes qui souffrent, ben, ils n'aiment pas trop qu'on parle de maladie comme étant quelque chose de positif, alors que c'est un cheminement obligatoire, voilà, pour sortir de la souffrance en fait. Hein. Mmh, oui. Oui, Cynthia, elle dit plutôt solution dans ce cas-là. C'est vrai. Oui, oui, dans ce cas-là que j'ai décrit tout à l'heure, bien sûr, c'est une solution biologique, archaïque, mais Mmh. il ne faut pas perdre de vue que la maladie, c'est une solution archaïque, c'est-à-dire que c'est une solution d'état animal, de mammifère. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, on prend souvent cet exemple-là, vous vous sentez envahi dans votre territoire, votre belle-mère débarque chez vous, elle vous dit comment faire, ranger les meubles comme ceci, comme cela, vous perdez votre capacité d'organiser votre espace de vie. Et là, vous faites ce qu'on appelle un conflit de marquage de territoire. C'est très féminin, on se sent envahi dans son espace. Et là, on va déclencher une cystite. Et cette cystite, elle va vous permettre donc de marquer mieux votre territoire parce que vous avez envie d'uriner à différents endroits. Mais ça reste une solution à l'état mammifère. Mmh. C'est-à-dire que pour un mammifère, oui, le fait d'uriner partout va lui permettre de mieux marquer son territoire. Mais vous, vous n'avez toujours pas trouvé de solution à votre problème. Votre belle-mère, elle est toujours là, elle vous saoule, elle vous envahit, et vous restez dans cette tension, dans ce surstress-là. Donc Mmh. la maladie, c'est juste une étape qui vous montre que vous n'avez toujours pas résolu un problème et qu'il vous appartient maintenant de vous y pencher. Voilà. Oui. C'est un langage qu'il appartient de décrypter pour savoir en fait quelles sont nos souffrances que nous avons en nous et que nous ne sommes pas capables encore, auxquelles nous ne trouvons pas de solution intellectuelle, on va dire, dans notre vie d'aujourd'hui. Mmh. Cynthia disait, en fait, c'est un message du corps. C'est moi qui ai lu en travers son Oui, c'est son ça. message. Voilà, hein. Donc effectivement. Alors on a une question de Marie-Ju, je te l'affiche et je vais te la lire. Bon, Bonsoir, lisez-moi comment parce que je vois pas, j'ai réduit l'écran. Alors attends, je vais alors je peut-être. vais te la lire, t'inquiète pas. Vas-y. Bonsoir, comment interpréter les choses si on a plusieurs symptômes? Par exemple, surrénal fatigué, vertige, intestin perméable, hypothyroïdie. Y a-t-il une préséance à considérer? Merci. Alors,
Quand tu as plusieurs symptômes, en fait, ça s'appelle un syndrome, hein. La plupart Mmh. des maladies, c'est des syndromes. Et on s'aperçoit que chaque symptôme raconte une partie de l'histoire. Mais l'idée, face à une pathologie comme celle-là, un syndrome, c'est d'aller comprendre l'histoire de la personne globalement. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un traumatisme, peut-être un traumatisme, peut-être que c'est une histoire familiale récurrente, hein, c'est pas qu'un événement ponctuel qui fait qu'on déclenche un symptôme, il y a plusieurs paramètres qui interviennent, il faut un ensemble de choses. Heureusement qu'à chaque stress, on ne déclenche pas de maladie quand même. Heureusement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on a chaque symptôme, c'est une partie d'histoire, c'est un chapitre d'une histoire, d'une maladie. Et c'est pas évident quand on n'a pas de connaissance de la physiologie assez poussée. C'est-à-dire que si elle a une insuffisance surrénalienne, à un moment donné, eh ben, cette insuffisance qui va entraîner une fatigue extrême va l'obliger à rester cloué au lit ou à ne pas aller travailler, à rester à la maison. Donc il y a un bénéfice à ça, puisque la maladie, c'est une réponse Bien idéale. sûr. Voilà. Mais on ne va pas se contenter de ce symptôme, bien sûr. On va essayer de comprendre ce symptôme à travers une hypothyroïdie qui ralentit les choses, etc. C'est-à-dire que tout ça va raconter un événement particulier. Donc, je sais pas, on peut dire dans un traumatisme où tu as un accident de voiture, par exemple. Mmh. Le dénominateur, on imagine que la cause de cet accident, c'est la vitesse. Donc, si on avait roulé moins vite, on n'aurait pas eu l'accident. Donc, l'idée, c'est de réduire le temps, de ralentir les choses pour éviter de mourir a posteriori ou d'avoir une blessure, etc. Donc, la thyroïde, là, pour le cerveau, va ralentir. L'ordre va être donné de sécréter moins de thyroxine pour que tous les métabolismes dans le corps se ralentissent. Alors, ça ne nous aide pas, mais la maladie, il faut comprendre qu'elle va mimer dans notre corps ce que l'on n'est pas arrivé à faire pour surmonter un événement dans notre vie. Donc, dans cet événement-là, si par exemple il y a eu accident à cause d'une vitesse trop élevée, la solution, ça aurait été de ralentir les choses. Et donc, en mimant, grâce à mon hypothyroïdie, je vais ralentir tous les métabolismes de mon corps et je vais vivre au ralenti. Ça aurait été la solution. Et en même temps, peut-être que si je m'étais pas levé ce matin-là, peut-être que si j'avais de la fatigue, alors je dis n'importe quoi, je suis en train voilà, d'extrapoler, mais les surrénales peuvent aussi être une solution dans cet événement-là. C'est-à-dire que souvent dans un événement, il n'y a pas qu'une solution qui aurait pu être mise en place. Et le corps va mettre en place plein de programmes qui vont répondre peut-être qu'à un événement. Mais des fois, dans la vie, on vit plein de conflits. C'est-à-dire que on vit, c'est pas parce qu'on a un conflit de l'hypothyroïdie qu'on n'a pas le droit de vivre un conflit sur un autre organe. Voilà. Donc après, soit on interprète dans un événement tout ce qui a pu se passer, se mettre en route, soit on va regarder différents événements de notre vie où ces symptômes restent quand même des solutions. Mmh. Tout à fait. Merci Et pour la c'est pas réponse. évident, on est bien d'accord que, parfois on se retrouve démuni, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les réponses, pour chacun des symptômes. C'est pour ça qu'il faut mieux partir des fois de l'histoire de la personne, de ses ressentis, de ses drames de vie. Quand on veut aller vite et que c'est compliqué, on dit: «Voilà, c'est quoi le drame de ta vie? Raconte-moi le drame de ta vie». Des fois, c'est une enfance battue, des fois, c'est un accident ponctuel, des fois, c'est simplement la perte d'un travail, c'est un événement X ou Y. Voilà. Mais des fois, et souvent, la plupart du temps, on verra, euh, une maladie chronique raconte souvent l'histoire d'une vie. Tout ce que l'on est, tout ce qu'on porte depuis notre naissance, tout ce que nos parents nous ont transmis inconsciemment. C'était mon cas d'ailleurs, puisque moi, en fait, j'ai développé la spondylarthrite ankylosante, comme je t'en avais parlé. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert que ma grand-mère avait été violée et qu'elle avait eu un enfant de ce viol. Et comme tu me le disais la dernière fois, souvent, à l'origine de la spondylarthrite ankylosante, il y a des mémoires de viol ou d'inceste. Alors, c'est effectivement ça. En fait, quand tu ne peux plus bouger tes hanches, ton bassin, tu ne peux plus avoir de sexualité. Tu bloques ta sexualité, en fait. Tu bloques le mouvement de bassin qui
permet l'acte sexuel, la reproduction. Une femme qui ne veut pas être dans son féminin et attirante sexuellement ne va pas avoir une marche déhanchée. Elle va se tenir de façon très rigide. Hmm. Et c'est-à-dire que dans une maladie, dans une histoire, dans une mémoire, il y a un symptôme, mais ce symptôme, il va toujours être accompagné d'un comportement particulier, de différents comportements qui sont en relation avec ce drame. Si je n'avais pas été attirante pour mon prédateur, peut-être que je n'aurais pas subi ce drame et été violée. Donc la solution, c'est de perdre la souplesse de hanche, hein, qui est le symbolique de l'attirance sexuelle, si tu veux. Et Oui, ça reste une solution, tu comprends, pour ne pas avoir vécu cette histoire-là et ce drame-là. bien Et donc les sûr. enfants vont faire des solutions que à travers nos symptômes, nos comportements, que nos parents n'ont pas compris, réussi à trouver à ce moment-là. Mhm. Et nous transmettons à nos enfants tout ce que nous n'avons pas réussi à déjà prendre conscience dans notre vie. Hein, souvent, on est face à des conflits et on n'a pas de solution. Et on n'a pas de solution souvent parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions et parce qu'on n'est pas capable de prendre du recul et d'aller chercher, d'avoir les ressources pour y répondre aussi. Hein, parce qu'on fait avec ce qu'on est et voilà, c'est pas toujours facile. Tout à fait. Alors, on a du monde qui nous pose des questions dans le chat, hein, donc je vais essayer de faire en suivant. On a Claudine qui nous demande, quand on a la vue double ou triple, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça vient dire? Voilà. Bon. Déjà, je veux dire, j'ai pas les réponses à tous les conflits, hein, à toutes les On est bien maladies, d'accord. voilà. Euh, Ce que je peux lui expliquer, voilà, quelque chose. Euh, Parce que dans mon histoire, je l'ai vécu, j'avais l'astigmatie à un moment donné, Mm. c'est-à-dire que l'image, quand on a l'astigmatie, au lieu d'avoir un point, on a une image qui se dédouble un petit peu. Hein, un trait, un point, ça devient un trait, et on a une image en deux bouts, si on veut. Hein, voilà, mais c'est très, très subtil. C'est comme si on voyait les choses de deux façons différentes. Et dans ce programme-là de la stigmatie, par exemple, hein, c'est un des conflits qu'on va trouver, c'est pas le seul. Hein, je suis pas, voilà, j'ai pas, on n'a pas tous les conflits hein, pour chaque organe. Dans ce cas-là, c'était la façon de voir mon père. C'est-à-dire que je l'idéalisais d'un côté, et il y a une partie de lui que je ne supportais pas. Et donc, je voyais toujours cette partie-là, et il y avait une autre partie qui me déplaisait. Et dans la stigmatie, on va trouver ce double regard sur les choses. Voilà. Donc après, pour le fait de voir double les choses, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Voilà, moi, voilà. Mais quand on ne sait pas, on va partir du symptôme et on va aller essayer de comprendre en quoi le fait de voir double reste une solution ou aurait été une solution à un moment donné de mon histoire ou de celle de mes parents ou de mes ancêtres. Mm. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça apporte de mieux, parce qu'une maladie, ça reste un super pouvoir en soi. C'est une fonction qui est décuplée, si tu veux, qui est améliorée ou qui va te permettre de réaliser des choses que ta fonction biologique naturelle ne peut pas faire. Alors, il y a des personnes là, je pense, qui vont tiquer un peu en disant quoi? La maladie, c'est un super pouvoir. Alors, est-ce que tu Eh peux, oui, voilà, expliquer davantage? Parce que je suis d'accord avec toi, mais voilà, bon. Super pour pouvoir quelqu'un ça qui, peut être voilà, handicapant, hein. Attention, hein, voilà. Super pouvoir, c'est-à-dire que c'est simplement une fonction biologique normale. Par exemple, on va imaginer que tout à l'heure j'ai expliqué simplement le fait d'avoir les os creux. En soi, ils sont plus fragiles, donc tu risques de le fracturer rapidement. Mais pour échapper à un prédateur, ça te permet d'être plus réactif et de t'envoler plus vite si tu es un oiseau, tu vois. Alors bien sûr, en tant qu'humain, ça va pas du tout être une solution, hein. Voilà. Mais il faut pas oublier que nous, les maladies, sont des programmes archaïques, c'est-à-dire que nous avons en nous des programmes qui font partie de l'évolution de l'humanité, l'évolution de l'humain, du mammifère que nous sommes, et que nous faisons appel uniquement à des mutations qui vont nous permettre
de mimer des solutions. Mais en fait, ce que j'explique, c'est que ce ne sont pas des solutions dans la vie, ce ne sont que des solutions transitoires, organiques, qui vont nous permettre de survivre à des contraintes de stress trop élevées, parce qu'il faut aussi bien comprendre qu'à chaque fois que je suis malade, il y a une partie du conflit que j'ai vécu, du traumatisme, qui va être refoulée en moi. Et c'est ce refoulement qui va activer en moi une fonction particulière, un organe particulier, qui va mimer un symptôme particulier. Mais dans chacune des maladies, il y a une partie de nous qui est refoulée, enfin une partie de l'histoire, pardon, qui est refoulée, du stress qui est refoulé. C'est la partie la plus insupportable d'ailleurs. C'est celle qui tient la maladie. Et c'est cette partie-là qu'il faut aller chercher en thérapie, en guérison et libérer. Mais ça ne veut pas dire que en soi le symptôme est libérateur, pas du tout. Quand vous vous mettez à uriner de partout avec une cystite, c'est douloureux, vous avez tout le temps envie d'aller aux toilettes, donc c'est chiant. On est d'accord que ça reste chiant comme problème. Mais pour la biologie, pour l'animal que nous sommes, ça reste un moyen de mieux marquer notre territoire. Parce que je ne suis pas arrivé à le faire dans la vie présente. Donc si je ne suis pas arrivé à le faire, c'est que je suis encore dans un état de stress insurmontable. Je vis un conflit insurmontable sur le plan intellectuel, et c'est pour ça que mon corps va le biologiser. Et heureusement qu'il le fait, parce que sinon, je vivrais un stress suraigu permanent qui risquerait de m'épuiser à terme. Et il y a aussi ce paramètre-là, c'est qu'heureusement qu'une partie de mon conflit est prise par mon inconscient, sinon mon cerveau resterait tout le temps focalisé sur ce problème-là, je ne serais plus du tout lucide dans ma vie et je ne pourrais plus vivre normalement. Donc il faut bien comprendre que grâce à la maladie, je peux rester lucide pour les 99% des choses qui ne concernent pas mon conflit, mais dès que je vais être confronté dans ma vie à quelque chose qui va évoquer mon conflit de base, imaginons que pour toi, ta grand-mère a été violée, imagine que le traumatisme n'ait pas été du tout résolu dans la famille, donc sans doute pas, puisque toi, tu as hérité d'un symptôme qui matérialisait ça. Il se peut que toi, dans ta vie... Personne ne le savait. Ouais, voilà. Mais par contre, ce qui peut être manifesté derrière, c'est des comportements. Des comportements par rapport à la sexualité, par rapport au fait de se mettre nu, de la pudeur, tu vois, des comportements qu'on va trouver normaux, mais qui sont en fait l'héritage d'un stress tellement insurmontable que ça, on n'en parle pas. Ça, on ne le montre pas. Tu vois, c'est comme si par exemple, dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'était pendu, et quand tu es petit, au moment où tu dois faire tes lacets, apprendre à faire tes lacets, ben, tu ne sais pas faire les nœuds. Parce que faire un nœud, c'est tuer. Ton cerveau inconscient, il le sait, et donc il va t'interdire de le faire, mais ça reste donc une solution pour pas mourir, mais ça reste un handicap dans ta vie quotidienne, quoi. Et à chaque fois plus tard que tu seras confronté à des cordes, à des nœuds marins, à n'importe quoi, tu sentiras quelque chose qui va pas. Tu sauras pas quoi, parce que tu n'as pas l'information, mais ton cerveau, il l'a. Et il essaie de te protéger. Donc ça reste quand même si tu veux, un moyen d'échapper à la souffrance qui est encore trop présente. Et tant que cette souffrance est trop présente, le symptôme est nécessaire. On est bien d'accord. Par rapport à l'exemple que tu prenais tout à l'heure de cette femme qui se fait envahir par sa belle-mère, est-ce que si elle ose dire à sa belle-mère à un moment donné, parce qu'elle a vu quelqu'un en thérapie qui lui dit bah, c'est parce que vous êtes envahi dans votre territoire et qu'il faut absolument marquer votre territoire et dire à votre belle-mère qu'elle n'a pas le droit de vous dire que vous devez ranger les choses comme ça, etc. Et vous devez remettre de l'ordre gentiment, avec bienveillance, voilà, essayer que tout se passe bien. J'imagine, hein, parce que voilà, en thérapeute, on essaie de dire aux personnes de le faire le mieux possible. Est-ce que si elle remet de l'ordre, le symptôme va guérir? Bien sûr. Alors, il y a deux façons de guérir, hein. Il y a la solution pratique de la vie, ce qu'on fait tout le temps en fait, hein, dès qu'on a un conflit, dès qu'on vit quelque chose qui ne nous plaît pas, hein, c'est ça un conflit, hein. Je définis le conflit parce que je l'ai pas fait et c'est vrai que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Un conflit, c'est un décalage qui existe entre ce qu'on aimerait vivre au fond de nous et ce qu'on vit réellement, ce à quoi la vie nous confronte. Donc il y a un décalage qui crée un tiraillement, hein, et ce tiraillement, c'est ce qu'on appelle le stress, en fait, tout simplement. Hein, on n'est pas bien. Et il y a deux façons de résoudre nos problèmes. Donc soit on se confronte aux problèmes et on l'élimine,
ben on fout la belle-mère dehors et puis c'est fini, on a posé nos limites, ou on lui dit gentiment, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, on pose nos limites. Voilà. Mais si elle revient parce que on n'a pas le choix, parce que c'est la belle-mère et que votre conjoint il veut l'inviter et qu'à chaque fois elle refait ça et que vous avez mal posé vos limites ou vous n'y arrivez pas, parce qu'une fois quand elle est partie, même si vous n'avez pas posé vos limites, ben, le problème il est quand même plus là, donc finissez par guérir. Et maintenant, si elle revient et que elle sait toujours pas ce qu'elle a le droit de faire et pas le droit de faire, ben vous allez être ulcéré, vous en pouvez plus et vous allez retomber malade. Donc, la solution pratique, c'est il y a un problème, je l'enlève, tout simplement. Donc, je la mets dehors, voilà, où je pose mes limites et je lui dis non, tu n'as pas le droit de. Je suis chez moi, ça c'est moi qui décide, ça c'est moi qui fais ça, etc. Mais il faut bien comprendre que si ça nous arrive, c'est qu'on n'est pas capable de le faire, ça. Sinon, on l'aurait fait de suite. On saurait le faire. On aurait vu qu'on n'est pas capable de le faire. Et les gens qui sont malades, ce sont des personnes qui ne voient pas qu'ils sont confrontés à des conflits qui pour eux voilà, sont dérangeants, mais du moins qu'ils n'ont pas les ressources pour faire face à ça. Et la question, c'est pourquoi une telle personne qui va vivre cette situation, ben, elle va savoir y répondre et sera jamais malade, ne fera jamais de cystite, et une autre, elle va y être confrontée constamment. Et plus elle va attendre dans sa vie, moins elle va arriver à se positionner, à poser ses limites, et elle sera de plus en plus malade. Et ça va aller jusqu'à des pathologies plus lourdes de la vessie, peut-être. La question, c'est pourquoi, face à une même situation, on vit tous soit des conflits différents, ou alors pourquoi on attire à nous toujours les mêmes types de situations. Eh bien, ça va dépendre de notre histoire, justement. Et la guérison ultime, c'est de comprendre d'où l'on vient, qui l'on est, comment on fonctionne. C'est pour ça que l'histoire familiale, les valeurs qui nous ont été transmises, les conflits vécus par les parents, par les grands-parents, tout ça, ça devient notre histoire de vie. Et lorsque l'on est malade, à un moment donné, on doit se poser une question. Pourquoi ça, quand on a identifié le problème, le conflit, l'origine, etc., pourquoi moi, j'ai été confronté à ça? Tout simplement. Et c'est là qu'on va trouver ce qu'on appelle une solution plus durable. On appelle ça une solution de dépassement des choses. C'est-à-dire qu'on va changer notre façon de regarder la maladie, de regarder la vie et changer notre comportement. Ça s'appelle un saut quantique. On change notre regard sur la vie et sur les choses et on devient capable de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Déjà parce qu'on les voit différemment et ensuite parce qu'on est capable de faire appel à des ressources qu'on ne pensait pas avoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la véritable guérison. C'est le changement interne, en fait. Ce que Gandhi appelait le lâcher-prise. Et c'est la guérison ultime. Mais c'est ce qui nécessite un travail de fond dans notre histoire. Exactement. Et la question qu'il faut se poser, je dis toujours, on imagine une scène. C'est certains thérapeutes, je ne les cite pas les thérapeutes qui ont travaillé sur ça parce que tu risquerais d'être censuré. Prenez comme exemple le fait qu'il y a un flagrant délit d'adultère. L'homme ou la femme rentre et puis il voit son conjoint avec un autre homme dans le lit ou une autre femme dans le lit. Et on imagine c'est une femme et la réaction, elle va être très différente d'un individu à l'autre. Et il y en a certains qui vont voir leur foyer qui explose, tout ce qu'on avait construit depuis 15 ans, etc., part en lambeaux, etc. Et cette femme-là, elle va faire une pathologie du sein. Parce que le sein, ça peut être le foyer, etc. Une autre va avoir la sensation de tout perdre. Elle a perdu l'homme de sa vie, la personne la plus importante pour elle. Elle va faire une pathologie qui va toucher plus les ovaires. L'autre, elle va avoir cette sensation d'intrusion chez elle, que tu aies ramené cette femme chez moi, dans mon lit, que tu aies fait ça dans mes draps, etc. C'est insupportable pour elle. Donc elle fera plutôt une cystite, une problématique territoriale, une problématique de souillure qui va donner des problèmes de peau, etc. C'est-à-dire que la question, c'est pourquoi un tel va ressentir de la rancœur, de l'autre simplement de la séparation, l'autre le foyer qui explose, l'autre la souillure, etc. Et bien ça, on ne le choisit pas, en fait. On ne choisit pas nos ressentis face à des situations. Et la clé de la maladie, c'est ça, pourtant. C'est de comprendre pourquoi je ressens ça et pas autre chose. Et bien ce ressenti-là, on l'a hérité.
c'est quelque chose qui nous a été transmis, souvent par les parents, au moment de la conception, avant, par les grands-parents, tout ça, parce qu'ils nous ont appris les choses les plus dangereuses dans la vie, c'est ça et ça. Imaginons par exemple que pendant une grossesse, ça m'est arrivé, c'est des exemples que je connais bien, le mari va voir ailleurs, la femme a peur de la séparation et l'enfant va naître avec déjà une peau un peu eczémateuse, tu vois, une sensibilité allergique. On est dans des problématiques de séparation. Mais pourquoi? Parce que l'enfant a déjà appris dans le ventre de sa mère, voire même avant, hein, dans la transmission des mémoires familiales, que la chose la plus insupportable à vivre, que la menace principale dans la vie, c'est la séparation. Parce que sa mère, c'est ce qu'elle a vécu de plus douloureux dans sa vie. Et donc, elle va armer son enfant comme pour lui dire, voilà, dans la vie, s'il y a des dangers, ce sera plus des problématiques de séparation. Et l'enfant, quand il a 4 ans, qui doit se séparer de sa nourrice, par exemple, les parents le mettent en nourrice et puis ça marche pas bien, enfin ça marche bien, mais c'est l'âge où il doit partir à l'école, et bien là, il va faire un conflit de séparation monstrueux. Pour lui, ce sera insupportable, il va pleurer jour et nuit, etc. Il va finir par faire un énorme eczéma. Et puis plus tard, quand il aura 10 ans, avec sa meilleure copine ou copain, bah, il va se disputer un petit peu. Pour lui, ça va être terrible parce que c'est une séparation, mais qui pour un enfant, on va dire lambda, ne poserait pas de problème. Il rebondirait, il aurait d'autres copains. À son premier amour, à 14 ans, son petit flirt, une première séparation va se transformer en un drame insurmontable, des pleurs jour et nuit, etc. C'est-à-dire que tout dans sa vie va tourner autour du prisme de la séparation. Et la chose la plus horrible qu'il redoute le plus, en fait, c'est la séparation. Et même, il va peut-être plus tard ne pas s'investir amoureusement parce qu'il va redouter ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous portons les histoires non résolues de nos parents, ce qu'on appelle des situations émotionnelles inachevées. Et la guérison, elle vient justement de la compréhension de ce que nous portons et de comprendre qu'on a les ressources pour y faire face et qu'il y a une autre façon de voir la vie qu'à travers le filtre, là, ici, de la séparation uniquement. La vie n'est pas que ça. Et le problème, c'est que quand on a une maladie chronique ou des comportements particuliers, on a une façon de voir le monde très réduite autour de nos conflits. On appelle ça des conflits d'affinité biologique, c'est-à-dire avec lesquels on est vraiment en affinité, quoi. Mais tout ça, ça vient de nos ancêtres, bien sûr. Hein. Voilà. Évidemment. Autour de notre enfance, quoi, parfois qui nous ont imprégnés fortement. C'est ça, d'où la nécessité de comprendre ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a reçu de nos parents. Parce que, voir qui étaient nos parents aussi. Exactement. Et comment on les a vus, nous aussi, en tant qu'enfants. Et ce qu'ils nous ont transmis comme valeur. En fait, il y a deux façons de guérir dans la vie aussi. C'est déjà soit on répond aux valeurs de nos parents, et là on n'est pas en conflit parce qu'on a toujours besoin d'appartenir au clan, d'avoir l'affection, l'approbation de ses parents. Et on a l'impression que si on ne répond pas à leurs valeurs, ils vont plus nous aimer. Et si on est rejeté par le clan, c'est quelque chose de très 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 difficile. Biologiquement, c'est impossible de vivre hors du clan. Je parle pour nos ancêtres lointains à l'époque, Cro-Magnon, etc. Le clan, c'était la survie. Hors du clan, un homme seul était voué à la mort. Mais aujourd'hui, on a gardé ça. C'est-à-dire que si on ne répond pas aux valeurs du clan, on va être rejeté par ce clan. Et rejeté par le clan, il faut être costaud émotionnellement. Donc, soit on dit merde à ses parents, ok, on n'a pas les mêmes valeurs qu'eux. Imaginons qu'ils aient une valeur argent, ce soit très important, que la réussite pour eux, c'est avoir de l'argent. Ben vous êtes poubelleur, mais vous réussissez et vous avez une entreprise de poubelleur, et ben vous gagnez de l'argent, ils seront contents et vous répondez à leurs valeurs. Maintenant, si ils ont des valeurs d'études, par exemple, de réussir des études, être médecin, scientifique, et que vous êtes artiste qui vivotez, ben vous répondez pas à leurs valeurs, même si vous êtes heureux dans ce que vous faites. Eh bien, il y aura toujours quelque chose qui va vous empêcher d'être pleinement épanoui là-dedans. Sauf si vous êtes capable de leur dire merde, et voilà, tes valeurs, c'est les tiennes, je passe à autre chose, je suis capable de me suffire à moi-même, j'ai plus besoin de ton affection pour vivre. Mais c'est très compliqué. Voilà. C'est oui.
compliqué. conflictuel et c'est très, voilà, il faut un niveau d'avancée, d'évolution pour lâcher tout son passé, hein. Voilà, c'est très compliqué, mais ça mérite de comprendre que nos parents n'ont pas forcément raison, n'ont pas la vérité et qu'ils peuvent se tromper, mais qu'ils ont fait aussi avec ce qu'ils étaient, avec les valeurs qu'on leur a transmises aussi. Et il y a beaucoup de conflits qui pourraient être évités si on avait ce regard aussi de un peu plus de compassion, de tolérance vis-à-vis de l'histoire de nos parents, de leur souffrance, quoi. Mm. Hein, je dis toujours guérir, c'est mettre de la compréhension à la place de la souffrance, que ce soit pour nous ou pour les autres. C'est vrai, c'est beau ce que tu dis. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour tout ce que tu apportes. J'imagine aussi, vous qui nous regardez, que ça vous apporte énormément. Alors, on n'oublie pas les questions, ne vous inquiétez pas, mais c'est vraiment tellement important tout ce que tu viens de dire. Alors, on a Laetitia qui dit qu'un cancer stade terminal, alors là, elle voit mal comment ça peut être un message du corps. Elle dit c'est un Alors, message extrême. oui, alors, je ne vais pas parler de cancer, voilà, parce que c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est une maladie comme une autre, c'est une mutation de cellules. On est sur des conflits très profonds, très loin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un certain stade de la maladie, quand tu es dans la peur extrême, faut comprendre que derrière toutes tes maladies, il y a de la peur. Voilà. Et derrière les cancers en particulier, hein, ce qu'on disait, il y a beaucoup, beaucoup de peur. Donc, tant que tu es dans une peur extrême, ton corps, bah, de toute façon, il cherche toujours à survivre. Hein. La maladie, c'est toujours une solution biologique de survie. Quand tu arrives à la fin tu es très malade, la médecine n'a pas su intervenir, on imagine tu es à l'hôpital et tu as une peur immense de mourir. Ton seul espoir pour le corps, hein, c'est de faire appel à un super programme qui est de multiplier les cellules du poumon. C'est comme ça que voient certains le cancer du poumon, qui est le cancer souvent ultime par lequel on part à l'hôpital. Et parce que, si tu veux, quand les cellules pulmonaires vont se multiplier, c'est comme si elles cherchaient à capter plus d'oxygène. Et l'oxygène, c'est la chose la plus importante pour vivre, dont tu ne peux pas te passer. Donc, une Mm. immense peur de mourir, souvent qui arrive quand on est à l'hôpital, quand on est en fin de vie, fait qu'on va finir souvent par le poumon, qui va se noyer d'œdème, etc. Bon, c'est des mécanismes qui sont difficiles à comprendre, mais en fait, c'est des conflits qui se surajoutent à des conflits. On appelle ça des conflits secondaires qui sont liés à des peurs supplémentaires qui se rajoutent et des peurs extrêmes. Mais le corps, quand il fait des mutations cellulaires, il n'a pas l'idée de tuer la personne. Hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il cherche toujours des solutions archaïques. Mais ces solutions-là, elles vont compresser parfois des organes. C'est-à-dire quand tu vas multiplier tes cellules dans une partie de ton corps, ben, tu vas avoir des compressions qui vont te mettre en danger. La finalité, c'est de te sauver, mais au bout du compte, tu vas quand même finir par mourir si tu n'interviens pas. Donc c'est pour ça que la médecine est très importante. Il faut intervenir quand il y a un danger de mort immédiat, c'est une évidence, mais ça n'empêche pas de faire des traitements. Hein. Au contraire, il faut faire des traitements. Mais à côté, je pense qu'on peut parallèlement travailler sur la compréhension des choses pour pas que ça revienne, pour pas rechuter, hein, évidemment. Et voilà. Mais on est bien d'accord qu'il y a des stades, de toute façon, on ne pourra pas intervenir. Bien que j'ai des cas de personnes, on m'a raconté, moi je n'ai pas vu la personne, hein, mais des cas de stades très très avancés où la personne avait des métastases osseuses importantes hein, et elle s'en est très bien sortie. Mais voilà, elle avait fait un gros travail, elle avait lâché plein de choses et elle s'est sortie de ses peurs, de ses angoisses et voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Je te remercie pour cette explication. On a Cynthia également qui nous dit j'ai dans ma patientèle un adulte autiste Asperger. Est-ce que le biodécodage peut aider sur malgré que ce ne soit pas considéré comme une pathologie à proprement dit, est-ce que ça peut aider? Tout est pathologie. Hein. Dès qu'il y a un comportement qui n'est pas, on va dire, dans la norme, on pourrait considérer ça comme une pathologie. On appelle ça un programme, en fait, tout Mmh, simplement.
c'est ça. On est tous pathologiques, hein, on a tous à des niveaux, on est tous autistes à un certain niveau, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tous toutes les pathologies en nous, tous les programmes des pathologies en nous, mais qu'elles ne s'expriment pas forcément à des niveaux très élevés. Voilà, elles vont s'exprimer en fonction de l'intensité des choses que l'on vit. Hein, voilà. Maintenant, pour l'autisme, je ne sais pas. Voilà, je dirais simplement ça. Je ne connais pas du tout le conflit de l'autisme. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas retenu, c'était trop compliqué. Donc je suis désolé, ça reste un programme, c'est une évidence, qui permet de faire des choses exceptionnelles, mais qui est handicapant de notre côté. Voilà, hein, donc il faut savoir vivre avec. Mais moi, je ne sais absolument rien là-dessus. Donc je ne peux pas en dire plus. Donc, il faut se renseigner sur le conflit de l'autisme. Hein. Oui, il y en a un, c'est Voilà, sûr. Cynthia. Oui. On a Mais Victoria. c'est pas facile à trouver, hein. Je peux vous dire, moi, j'ai pas trouvé. Hein. Ah oui, ouais, ouais. Mais J'ai bon, déjà eu la question. je pense, enfin, pour ma part, je pense qu'il y en a plusieurs Ah oui, pour, non, mais c'est rare qu'il y ait qu'une pour l'autisme. chose qui tient une maladie, on est d'accord. Hein. Voilà. Pour moi, il y en a plusieurs, mais voilà, après, il faut tous les débusquer. C'est vrai que c'est un long travail. Je coupe mon micro parce que j'ai ma petite chienne qui est venue à côté de moi et qui ronfle comme un routier. Voilà. Elle s'appelle Chippy, c'est une belle Chippy. On a Victoria qui dit, mais alors, et la sclérose en plaques, que dit-elle? Voilà. Coucou Victoria, heureuse de vous revoir là. Alors, j'ai un magnifique témoignage de guérison d'une sclérose en plaques par Pierre. Pierre Grasser, qui a développé d'ailleurs avec d'autres thérapeutes comment dire, un ensemble de suivi thérapeutique, hein, et ils ont des résultats superbes. Dans son histoire, lui, il a travaillé par plusieurs voies, hein, bien sûr. Il a travaillé aussi sur le plan organique, alimentaire, mais ce qui l'a fait vraiment basculer, et il l'explique bien dans la conférence, hein, regardez donc sur ma chaîne Réflexion Santé Naturopathie, Thivan Jambris, je l'ai laissé donc s'exprimer sur cette conférence-là, et il explique bien que dans son histoire, donc il a décrypté tous les conflits associés à la sclérose en plaques. Donc il y a des problématiques de déplacement, on est sur un trajet nerveux, donc c'est une démyélinisation, hein, des nerfs, et on est sur une problématique dans son cas, hein, sur les jambes, donc c'était lié vraiment à des déplacements, hein, des endroits où il ne devait pas aller, enfin bon, des problématiques vraiment de mobilité dans la vie, associées à des dévalorisations profondes, particulières, dans un sens bien précis. Et il explique qu'il y avait d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y avait de la culpabilité, il y avait des histoires familiales derrière. Donc, il a bien décrypté tout ce qu'il y avait autour de la sclérose en plaques, et il explique tous ces conflits-là dans cette conférence qui est très très belle, qui dure 1 heure, et que je vous invite vraiment à voir si vous avez une sclérose en plaques, et le contacter, hein, parce qu'il pourra vraiment vous aider. Voilà. Donc, on est sur des problématiques. On s'est aperçu que, alors, on peut faire des conflits purement biologiques, hein, liés à des stress, des peurs très, très importantes, mais qui vont être orientés sur des ressentis bien précis. Et on s'est aperçu à la fin de la guerre du Vietnam que ceux qui revenaient de la guerre, il y en avait énormément qui faisaient des scléroses en plaques. Et on a parlé du napalm, de produits chimiques et tout ça, et puis on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas été exposés. Et en fait, on s'est aperçu que c'était ceux qui allaient tous les matins en hélicoptère, là, qui descendaient sur zone et qu'on lâchait, qui étaient obligés de sauter à 2 mètres du sol pour que l'hélicoptère n'ait pas à atterrir pour pas se faire canarder. Et donc tous les jours, le stress était très 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 important au moment où ils descendaient sur la terre de l'enfer, en fait. Et donc il y avait cette notion de déplacement vertical qui était insupportable. Le stress était maximal à ce moment-là. Et le soir, quand il rentrait, il devait remonter dans l'hélicoptère. Donc le stress là s'éloignait à mesure qu'il s'éloignait de la terre de l'enfer. Et donc c'était comme ça en dents de scie toute leur vie, toute leur période de guerre. Et le stress est devenu tellement, tellement, tellement important qu'à un moment donné, quand vous ne voulez pas aller à un endroit, le cerveau refuse l'ordre d'aller fouler la terre et il déminimisait comme ça les trajets nerveux de leurs jambes. Et ce qui a fait qu'il y en a énormément
qui ont eu des scléroses en plaques à la fin de la guerre. On a compris cette notion de dévalorisation dans la verticalité par rapport à un ordre qu'on veut refuser, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses dans la sclérose en plaques, autres encore, hein, mais le principal conflit, c'est un énorme conflit de dévalorisation. Alors, quand on dit dévalorisation, dans la verticalité, un déplacement dans la verticalité, ça peut être la perte d'un statut social. C'est-à-dire que dans la société, on était à tel niveau, et puis on a eu des événements qui ont fait qu'on a chuté dans l'échelle sociale. Mais on a eu, par exemple, des exemples de déclenchement de sclérose en plaques suite à une agression sexuelle, un viol d'une jeune demoiselle, et parce qu'on lui a descendu, le stress a été monstrueux au moment où on lui a descendu son pantalon. Parce que s'il avait été en jupe, il n'y aurait pas eu cette notion de descendre. Et il y a une notion de dégradation, dégradé. Le ressenti d'être dégradé dans la sclérose en plaques peut exister aussi. Le cerveau, du moins, va tout intégrer dans cette notion de dégradation. Hein, descendre d'un grade, hein, dévalorisation, déplacement dans la verticalité. Voilà. La biologie est parfois subtile. Le cerveau interprète aussi à travers beaucoup, beaucoup de filtres et de représentations. Mais il faut toujours ramener ça à la biologie. Pour moi, c'est le plus important. Et le ressenti de la personne, hein, bien sûr. Bien sûr, oui, à son histoire aussi et à l'histoire des ancêtres. Hein. Justement, à propos de l'histoire des ancêtres, on a Siam qui dit, mais comment le cerveau peut avoir l'information par rapport à nos ancêtres? Comment c'est transmis? Alors, Jung parlait déjà d'inconscient familial collectif. Hein. Cette information, en fait, il faut bien comprendre que quand vous faites partie d'un clan, toute la biologie, hein, du clan est organisée pour la survie. Il faut bien comprendre ça, en fait. Une maladie, elle ne repose que sur le fait que votre cerveau soit programmé pour la survie. Et pour survivre dans un clan, il faut transmettre des données importantes, des apprentissages de la vie, pour ne pas avoir à réapprendre à chaque fois les choses. Et alors, dans un premier temps, on va parler de progescence pour mieux comprendre. Progescence, c'est ce qui est transmis des parents à l'enfant dans les 18 mois qui précèdent sa naissance, c'est-à-dire pendant qu'il est dans le ventre, mais aussi 9 mois avant, pendant qu'il est encore qu'à l'état de gamète, hein, chez son père et chez sa mère. Et il y a des expériences qui ont été transmises, qui ont été vraiment faites dans la biologie, hein, pour montrer comment ça fonctionnait. Alors, c'est les vers de Pavlov, je ne sais pas si vous connaissez. Pavlov, il avait mis deux types des vers, hein, dans deux terrariums identiques, en nourrissant de la même façon les vers. Mais dans un ver A, il avait agressé, dès qu'il ouvrait, il agressait le ver, il le piquait, il le torturait, il devait subir l'enfer tous les jours. Et dans le ver B, le terrarium B, les vers étaient choyés et ne réagissaient pas. Et au bout d'un moment, à force de piquer les vers, il s'entortillait au bout de la baguette. Et à ce moment-là, l'expérimentateur qui torturait a arrêté de faire du mal au ver. Et à ce moment-là, le ver a appris que le fait de s'entortiller allait lui permettre de ne plus être agressé et de survivre. Et au moment où, bien sûr, où à chaque fois on ouvrait le couvercle du terrarium, que la lumière arrivait, dans le terrarium A, bien sûr, les vers savaient qu'ils allaient être agressés, donc ils s'entortillaient avant même d'avoir été agressés, alors que dans le terrarium B, la lumière ne signifiait rien et continuait de vaquer calmement à leur occupation. On a fait se reproduire les vers dans ce même terrarium, dans ces deux mêmes terrariums, et on a enlevé le bébé ver dès la naissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transmission d'acquis, d'informations, d'apprentissage. On les a remis dans les terrariums correspondants, sans qu'il y ait donc d'apprentissage. Et vous avez compris, au moment où la lumière apparaît, on ouvre les terrariums. Dans le terrarium B, les vers ne réagissent pas. Et dans le terrarium A, alors qu'il n'y a pas d'agression, qu'il n'y a rien, hein, le ver a associé lumière à agression et il va s'entortiller, alors que lui n'a jamais subi d'agression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même une maman ver de terre, elle veut que son enfant survive. Et
en étant agressée, en ayant trouvé cette solution, m'entortiller va me permettre de survivre, elle va le transmettre inconsciemment à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, on sait aujourd'hui, hein, avec les travaux de Boris Cyrulnik, de plein de choses, de personnes, lorsqu'il est dans le ventre de la mère, il enregistre tous les processus inconscients, tout ce qui est acquis par les parents, et cet acquis des parents va devenir l'inné de l'enfant. Mais c'est pareil pour vos ancêtres, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris comme étant des solutions dans leur vie ou des choses dangereuses, ils vont vous le transmettre pour que vous surviviez. Mais non, on ne sait pas comment ça se transmet, mais on sait que ça se transmet, puisqu'on l'a vérifié, hein, au moins sur une lignée. Mmh. Voilà. Donc, ça s'appelle l'inconscient collectif, l'inconscient familial. Et on sait que lorsque des singes ont découvert un outil pour casser des coquillages à un endroit de la planète, la même chose avait été découverte par une autre lignée un autre clan de singes, hein, à des milliers de kilomètres de là. Et les chercheurs se sont demandé pourquoi, à ce moment-là, cette découverte a été faite par cette espèce. Et ben, il y a peut-être quelque chose qui communique entre les membres d'une même espèce, ce qu'on peut appeler l'inconscient collectif. Voilà. Ça existe aussi chez les végétaux, ça existe chez toutes les espèces vivantes, et c'est des Oui, processus qui nous permettent de rester en vie, d'être plus adaptés à la vie, du moins. c'est ça, exactement. Et ça arrive aussi chez nous, puisqu'on a des techniques, et notamment bah, de thérapie, puisque voilà, moi je baigne dans la thérapie. Et par exemple, le MDR et l'IMO, ce sont des techniques quasi semblables qui ont été découvertes à deux endroits de la planète, pratiquement en même temps. En même temps, Donc, ouais. voilà. C'est un processus pour accéder à l'inconscient, d'ailleurs, hein, qui est top. Hein, voilà. C'est ça, oui. Dans la Bible, d'ailleurs, tu sais, il y a un dicton, hein, il y a le projet-sens de la Bible qui dit « Les parents mangent les raisins verts et les enfants ont les dents qui grincent ». Ça veut dire qu'à un moment donné, vos parents, ils ont vécu des choses difficiles, très pénibles, qu'ils n'ont pas pu achever, dont ils n'ont pas pu faire le deuil, des souffrances. Et on dit que c'est les enfants qui ont les dents qui grincent. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vont hériter de ces souffrances-là. Et ça va être à nous, les descendants ou mes enfants, de répondre à ces souffrances-là parce qu'il leur est demandé inconsciemment, c'est moi qui leur ai demandé inconsciemment à mes enfants, d'y répondre à ma place. Ça veut dire que nos maladies, elles ne sont pas à nous. Elles ne nous appartiennent pas complètement. On en hérite. C'est une intrusion du passé dans notre histoire présente. Et il y a même des auteurs de films, hein, qui savent ça. Et voilà, il y a des choses à voir, des exemples qui montrent qu'il y a cette connaissance-là, du moins, de la transmission des choses. Complètement, oui. Je pense je crois que c'était un film avec Patrick Bruel, Le Prénom, où il s'était inventé un frère Ouais. imaginaire, alors qu'en fait, il avait bien eu un frère, mais qui était mort ou capturé pendant la guerre, je ne sais plus exactement. Très, très beau film. Pendant qu'il était enfant, il s'imaginait avec ce frère imaginaire. En fait, il avait réellement eu un frère, mais il ne Mhm. le savait pas. Hein. Donc, effectivement. On a Mais aussi. moi, je te parle même de pathologie. Tu Ah vois, oui, par exemple, bien sûr. c'est un ancien Schutzenberger qui expliquait qu'un enfant de 4 ans faisait des cauchemars et c'était horrible, il était asthmatique et il dessinait toujours une sorte de masque, tu vois, à 4 ans. Tu vois, c'était bizarre. Et dans la thérapie, elle s'est aperçue qu'il avait un grand-père. Donc lui était né le même jour de la mort de son grand-père, ou arrière-grand-père, pardon, c'était arrière-grand-père, qui était mort gazé dans les tranchées en 1916. Et cet enfant ne le savait pas. Il n'avait pas de connaissance de cette histoire-là. Sauf qu'il a mis en place un comportement, des cauchemars et tout ça, et des dessins pour un peu exorciser toute cette peur, ces angoisses de mourir, hein, qu'il portait de son arrière-grand-père. Mais il avait en même temps une maladie qui était la solution parfaite à ce qui aurait pu sauver son grand-père. C'est-à-dire que l'asthme, c'est un blocage des bronches, hein, qui ne s'ouvre plus et qui empêche l'air de pénétrer dans les poumons.
Et ça reste une solution si vous vous noyez, par exemple, vous avez des vapeurs de fumée ou des incendies, où la toxicité essaie de rentrer à l'intérieur. Donc, en ayant cette maladie, il mime une solution a posteriori qui aurait sauvé son grand-père. C'est Voilà. ça. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans notre biologie des ressources archaïques qui sont en fait des réponses, alors pas des solutions parce qu'il est mort hein, déjà, voilà, Bien sûr. mais qui auraient été. Le temps de la maladie, c'est du passé antérieur. Il aurait fallu faire ça pour sauver C'est mon ça. enfant. Et la réponse, ce que l'on vit aujourd'hui, ben, c'est des réponses à ces histoires-là. Exactement. Alors, ça réagit énormément dans le chat à tel point que je n'arrive plus à suivre. Alors, on a en fait Joël qui nous demande pour la polyarthrite dont elle souffre depuis 34 ans. Comment je dois l'interpréter? C'est difficile parce que si je te lâche un conflit comme ça, là, et déjà, c'est pas sûr que ce soit exactement son ressenti et tout ça. Ah, c'est ça. Elle n'ait pas C'est d'idée tellement que dans sa famille, personnalisé. elle ne sache pas dans sa famille ce qui s'est passé aussi. Mmh. Donc, c'est très délicat. Comme ça, tu vois, balancer un truc. Moi, je peux, hein, si elle veut, si elle est prête à entendre. Mais ça m'embête un petit peu. Quoi. Voilà. Bon, je vais quand même le dire, hein, mais voilà. Sans certitude, on est bien Si d'accord. tu veux, je lui demande de répondre dans le chat si elle est prête. Demande-lui si elle veut vraiment une piste. Ouais. Alors, est-ce que déjà elle a Joël, les mains, au niveau des mains, est-ce qu'elle a une polyarthrite qui touche, je pense, toutes ses articulations, et en particulier les mains, les poignets? voilà. Alors, on va lui demander de répondre dans le chat, Joël. Hein. Si vous voulez avoir une réponse de Jean-Brice, eh bien, dites-nous-le dans le chat. Pendant ce temps-là, on a également Vincent qui dit, lui, avoir des problèmes ORL avec le nez bouché, qui l'empêchait de respirer parce que, je vais afficher, voilà, il voulait pas s'incarner dans cette vie, il me dit. Et ça va beaucoup mieux depuis qu'il a accepté cette incarnation. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il sait pourquoi il ne voulait pas s'incarner? Parce que c'est ça la question, en fait. Il faut aller au bout des choses, hein, à un moment donné. Exactement, exactement. Puisqu'il dit ça va beaucoup mieux, ça veut dire que c'est pas totalement réglé. Mais pour régler cette problématique, il faut savoir pourquoi il ne fallait pas se réincarner. Ouais. Enfin, moi, je pense que c'est autre chose, hein, mais après, lui, il a sa Il y a vision. aussi au niveau du Il a du mal, il transgénérationnel. a du mal dans ce monde, on est d'accord. Hein, il y a quelque chose qui l'empêche de vivre épanoui, on va dire, dans ce monde. Mais l'idée, quand on travaille en psychobiologie, c'est de comprendre l'intérêt de son symptôme. Pourquoi avoir les sinus? Alors, je sais pas, c'est le nez, les sinus. C'est très important d'avoir un diagnostic. Pourquoi? Parce que on va avoir tendance à interpréter sur un organe un symptôme. Mais le symptôme, il faut bien comprendre d'où il vient. Si j'ai de l'hypertension, l'hypertension, c'est pas c'est pas une maladie, c'est un symptôme. Mais ce symptôme, il peut avoir comme origine un problème rénal, il peut avoir comme origine un problème de tension nerveuse, il peut avoir comme origine un problème d'insuline dans le sang qui fait monter la tension, donc une résistance à l'insuline. Donc attention, j'ai le nez, je ne sais pas exactement les symptômes qu'il avait décrits, mais est-ce que c'est une Le nez sinusite? bouché, il dit. Le nez bouché. Oui, le nez bouché, quoi. Alors, est-ce que c'est au niveau des sinus ou est-ce que c'est simplement l'odorat qui est perdu, avec le nez qui coule constamment, tu vois? Et Mais après, ce oui, qui est c'est pas la même important, chose. c'est d'en comprendre l'origine. D'où ça vient? Est-ce que c'est une allergie qui fait couler son nez constamment, une intolérance alimentaire, ou est-ce simplement le fait d'avoir de l'eau dans le nez qui permet de ne pas sentir complètement les odeurs? Et en ce moment-là, on va interpréter autrement les choses. Donc, c'est pas aussi simple de dire voilà, hop, j'ai une cystite tout le temps. Il y a différentes cystites. C'est énorme le monde des cystites. Donc, il ne faut pas généraliser les choses. C'est pour ça que le thérapeute, il va aider et aller chercher, on va dire, le conflit et dans le conflit, la chose qui tient ce symptôme-là. Exactement. En Ouais. science exacte. Hein.
Tout à fait. On a Marjo qui nous dit: «Ma fille ne parle pas de naissance. Ma maman a fait un AVC il y a quelques mois et est atteinte d'aphasie. Et moi, j'ai toujours des poussées d'eczéma ou d'herpès autour de la bouche. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Et début juin, j'ai fait un cancer du sein. J'ai appris que j'avais un cancer du sein. Est-ce que tout est lié?» Alors sans doute. Et alors le cancer du sein, ça peut être la conséquence de l'inquiétude pour la famille, soit pour son enfant, soit pour sa maman, etc. C'est souvent le cas. Mmh. Quand on atteint des seuils, on va dire, on supporte plus, c'est très difficile. Donc elle fait ça pour sauver sa famille, en fait, son cancer. Donc faut pas culpabiliser de le faire, voilà, faut suivre tout ce qu'il faut faire au niveau médical, essayer de sortir des peurs et des angoisses pour la famille. Mais dans tous les symptômes décrits, alors attention, l'herpès n'a rien à voir avec le fait de dire les choses, pas dire les choses, etc. Donc si je répète, si je recommence, la fille n'a pas parlé, c'est ça? Alors voilà, Marjo a une fille qui ne parle pas depuis la naissance. Sa Quel âge maman a elle a? fait un AVC qui, L'AVC, c'est sa maman, elle. oui, exactement, La et elle grand-mère, est donc. atteinte d'aphasie. Mmh. Et Bon. Marjo fait des poussées d'eczéma et d'herpès autour de la bouche. Ah, la fille aussi. Oui, Non, non, la dame qui parle, d'accord, pardon. Marjo, voilà. Donc la maman, si tu veux, qui a fait un AVC et qui est aphasique. Marjo qui, Oui, j'ai elle, bien. fait des C'est bon. poussées d'eczéma autour de la bouche et d'herpès, et Très la bien. fille qui ne parle pas du tout. D'accord. Alors, c'est des choses quand même assez différentes. Euh, les familles où on ne parle pas, où un enfant naît sans parler, c'est souvent qu'il y a un secret qu'il ne faut pas révéler. La plupart du temps, parler, ça conduit à un drame. Donc, il faut regarder ou dans la généalogie, ou dans l'enfance, ou le secret qu'elle a gardé et qu'elle ne veut pas transmettre à sa famille. Voilà. Donc, l'enfant ne parle pas pour ne pas révéler le secret. C'est la solution parfaite. Parce que si on parle un petit peu, on risque de se tromper et de lâcher une bombe qui aurait des conséquences dramatiques. Donc il faut aller rechercher peut-être quelqu'un qui a lâché un secret familial et ça a eu des conséquences dramatiques. Ou alors, on ne veut pas qu'un nouveau secret soit révélé. Euh, Par contre, bon, l'aphasie, l'AVC, je ne sais pas, c'est compliqué. Il y a des âges où voilà, on est quand même plus sensible. Il peut y avoir des mémoires C'est d'accidents. certainement Bon. ce secret à taire aussi. Euh, Pardon? c'est aussi ce secret qu'il faut taire, et On ne sait pas, on ne sait pas. peut-être C'est-à-dire, peut-être aussi que ça redescend dans la généalogie, tu vois. voilà, mais moi je pars de faits. C'est-à-dire Mmh, que je pars des symptômes, mmh, je sais qu'il y a des symptômes dans l'histoire. Mais ensuite, je vais travailler sur l'arbre, on va travailler sur le projet sens de l'enfant, sur l'histoire des parents, sur l'histoire de l'enfant ensuite. Mais je pars de faits concrets. Pourquoi? Parce que si on interprète et qu'on part du symptôme, tu as tellement de niveaux d'interprétation du symptôme. Alors moi, j'ai des pistes d'interprétation, mais je préfère ensuite aller très vite sur l'histoire familiale et les drames familiaux. Et c'est là mmh. qu'on va trouver ce qui peut correspondre au symptôme. On va se dire, là, il est le secret, ok. Mais c'est difficile de se dire, voilà, la grand-mère, elle a peut-être vécu un secret à ce moment-là. Peut-être, peut-être, voilà. Mais je suis très prudent avec la Oui, oui, biologie, parce que faut pas aller trop vite parfois, et faut pas induire des réponses chez les gens. Le risque, c'est souvent ça, c'est de les maintenir dans leur mental. Je préfère mmh, les faire raconter leur histoire avec leurs propres mots pour qu'ils libèrent des ressentis et qu'on soit à l'écoute de ça. En fait, mmh, le plus dur en thérapie, c'est d'aller chercher des informations dont les personnes ne vont pas vous parler. C'est-à-dire d'écouter ce que les gens ne vous disent pas. Les gens, ils ne vous parlent jamais de leurs conflits, de ce qui les dérange le plus dans leur vie. Ou alors, ils vous en parlent de façon superficielle et ils oublient l'important. Parce qu'ils souffrent. Et donc, le cerveau refoule ces informations-là. Et donc, le plus important, c'est d'écouter ce que les gens ne vous disent pas. Et c'est assez subtil, mais quand on est dans un cadre de confiance, on va s'apercevoir qu'il y a des choses
Ben, ils vont vous raconter des choses, mais ils vont oublier. Ils vont sauter des étapes et dire oh, mais là, tu m'as pas raconté ça. Ah oui, mais ça, c'était pas important. Voilà. Et c'est pourtant ça le plus important, quoi. Mmh. Voilà, donc je fais très attention. Par contre, je peux donner des pistes. Voilà, sur un herpès et eczéma, ça, c'est clair que ça raconte une séparation très mal vécue, et en particulier l'herpès, s'il est labial, c'est l'envie d'embrasser quelqu'un qu'on ne peut plus embrasser, ou qu'on a aimé embrasser, qu'on ne peut plus, ou qu'on voudrait, et qui est loin. Ou voilà, il y a une problématique sur le fait, il y a une demande affective, voilà, qui est forte, et il y a une notion de séparation, voilà, qui est importante. Mmh. Là, on est à peu près. Voilà. C'est comme si, quand on a un herpès labial, c'est comme si on devait ramper pour obtenir un peu d'affection et être embrassé. Il y a cette notion herpétique de serpent qui rampe dans les racines latines de ce terme-là. Je Les comprends. racines nous donnent des informations sur le sens de la maladie aussi. Mmh. Mmh. Exactement. On a, Victoria qui a répondu: «Ma mère a perdu sa maman quand elle avait 5 ans et je comprends ce soir que j'ai vécu toute ma vie des angoisses de séparation». C'était Ben la oui. sclérose en plaques, hein, voilà. Hem, Claudine qui nous dit: «Il y a des lignées qui n'ont jamais de maladie. C'est le cas de la lignée de mon mari». Eh bien, tant mieux, Tant mieux, c'est exactement. génial. Alors Voilà. attention, quand on dit, on transmet toujours des choses. Mmh. Mais on n'est pas obligé d'arriver jusqu'aux symptômes de la maladie. Mais on a tous des symptômes dans nos comportements. On vit tous des choses. On attire des situations à nous qui sont particulières. On va faire des répétitions de choses dans la vie. On va avoir des choix de hobbies, de métiers, de relations. Tout Mmh. ça n'est absolument pas lié au hasard. On ne choisit rien. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, moi, j'ai fait 2 métiers, en fait. Toute ma vie, je savais que j'allais devenir prof de PS. Et je savais aussi que j'allais faire autre chose. Quand j'étais ado, je disais toujours, je ferai autre chose que ça. J'avais 15 ans, vous imaginez, hein, dire, voilà, moi, je m'occuperai de santé, tout ça, mais pourquoi? Alors bien sûr, mon père était de la partie, on s'y intéressait et tout ça, mais de là en faire un métier, pas beaucoup de débouchés, voilà. Mais quand je regarde l'histoire de mon père, juste avant qu'il me conçoive, il a dû choisir dans sa vie, donc il est issu d'un métier ouvrier, hein, défavorisé, et le sport l'a sauvé. C'est-à-dire qu'il partait faire du vélo, il faisait beaucoup de musculation, d'haltérophilie déjà dans les années 70, 60-70. Ça l'a sauvé de sa condition, ça lui donnait un espace de liberté. Et donc, moi, si vous voulez, j'ai enregistré ça comme valeur. Le sport sauve. Et il a eu le choix, à un moment donné, dans la période ce qu'on appelle le progessence, donc quelques vingtaines de mois avant ma naissance, enfin quelques dizaines de mois même avant ma naissance, de faire un choix entre soit rentrer à Jeunesse et Sport comme CTR, conseiller technique régional, voilà, enfin, dans le sport cadre, et ou alors continuer dans la nutrition, dans la naturopathie, dans l'hygiène et la santé. Il avait fait une école par correspondance et il se demandait ce qu'il allait faire de sa vie. Et il a dû faire un choix alors qu'il ne voulait pas vraiment faire de choix, il aurait aimé faire les deux. Mais vous avez compris, il en a quand même fait un de choix, et moi j'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'ai fait sa réponse, sa solution à sa problématique. Alors vous allez me dire, mais c'est pas une maladie ça. Non, mais c'est un programme qu'il m'a demandé inconsciemment de réaliser. Et ben voilà, c'est un programme que je vis correctement, mais imaginez-le que je le vive mal, que ce soit trop lourd à porter, etc., etc. Je pourrais subir cette situation. L'idée, c'est guérir, c'est ne plus subir les choses, c'est les vivre en conscience et en plaisir, en faire un talent, si vous voulez, et non pas quelque chose de contraignant. Voilà. Donc, en fait, c'est pas une maladie, mais ça reste un programme. Donc, attention, ce qu'on appelle maladie, ça peut simplement être des programmes hein, de vie, de comportement, de choix de métier, de tout ça. Donc, moi, j'ai pas choisi mon métier, mes métiers. Vous voyez ce que je veux dire hein? Oui. J'ai même pas Tu as choisi vu? ma femme, Tu as j'ai dit choisi nos métiers. ouais. On est Lapsus téléguidé par révélateur. notre inconscient. Ouais. Tu vois? Tu as dit nos métiers, lapsus révélateur. Les métiers de ton papa et les tiens. Voilà, c'est ça, nos métiers, ouais. Bah oui, oui. Et Donc, c'est pour tout le monde le cas. tout à fait. Alors, on a
une lame pour l'âme qui dit c'est très intéressant. Et on a Joël qui nous dit oui, je suis prête. J'ai des formations surtout aux mains et aux poignets, surtout côté droit. Merci d'avance. Ok. Et la polyarthrite. Alors, les déformations des miens, la polyarthrite fait qu'on ne va plus pouvoir avoir de mobilité. C'est comme si la mobilité était interdite, la dextérité était interdite, parce qu'elle a été source de souffrance. Le toucher avec les mains ou avec d'autres articulations d'ailleurs, hein, le déplacement et tout ça, peut être source de souffrance. Donc, souvent, c'est le cas dans pas mal de cas, mais pas dans tous les cas, hein, attention, hein, on a souvent des polyarthrites dans des histoires familiales d'attouchement. Voilà. Des attouchements douloureux, bien sûr, c'est toujours douloureux, enfin, du moins quand c'est subi, hein, voilà. Donc, des attouchements, des incestes, des viols, voilà. C'est pour ça que c'est une maladie qui est lourde, parce qu'elle est souvent associée à ça. Mais on peut s'en sortir, voilà. Et il faut faire remonter des drames familiaux souvent associés à ça. Mais ce n'est pas 100% des polyarthrites. Il y a une personne qui avait développé une polyarthrite parce qu'elle avait, enfin c'est l'exemple qui est pris parfois en cours pour expliquer ça, parce qu'elle avait fait tomber un objet de valeur très important qui avait cassé un vase, on imagine très très cher, et il tombe par terre. Et là, toute la famille va se disperser. Enfin, les conséquences de cet acte vont être dramatiques. Et donc, on va se culpabiliser, se dévaloriser sur le fait de ne pas avoir tenu l'objet. Mais dans la polyarthrite, c'est souvent associé à des gestes déplacés qu'il ne faut plus faire. Bien sûr, ce n'est pas vous, hein, la personne qui les a fait, bien sûr. Parfois, elle les a subis ou c'est un autre membre de la famille qui les a subis. Mais pour arrêter les gestes sur les autres personnes, comme le cerveau ne peut pas agir sur les autres, il ne peut agir que sur vos organes. Et donc, vous mimez ce qu'il aurait fallu arrêter chez les autres. Donc, on sauve des personnes à travers nos symptômes aussi. Ou nous, on essaye a posteriori. C'est pour ça que ça reste toujours une réponse. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'elle le sait, est-ce qu'il y a eu des attouchements, est-ce qu'il y a eu des choses lourdes à ce niveau-là? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Imaginons qu'elle découvre qu'effectivement, il y a eu attouchement pour qu'elle Alors, guérisse, elle. il y a plusieurs façons, il y a plusieurs thérapies. Hein. Déjà, aller chercher les secrets autour de ça. Il va falloir qu'il y ait plusieurs. Alors, moi, je ne dis pas pardonner, hein, parce que pardonner, ça veut dire que la personne, elle a mal agi. Alors, bien sûr que dans notre société, un violeur, un agresseur, c'est quelqu'un qui a mal agi. C'est un méchant. Mais en fait, lui, il est malade. C'est sa partie malade qui a agi. Donc, c'est comprendre qu'est-ce qui en lui était malade, d'où vient sa maladie. On est bien d'accord. Hein. Donc, moi, je préfère comprendre, parler de comprendre, d'acceptation plutôt que de pardon. Dans pardon, il y a la culpabilité. L'autre, il a mal fait. Voilà. Enfin bon, ça, c'est un détail. Il y en a qui parlent de pardon, mais il y a du jugement dans le pardon, en fait. Les gens qui me connaissent, ils savent que moi, je ne dis pas pardonner non plus. Alors, ça doit les faire D'accord, bon, rire. alors c'est bien. Et une fois qu'on a compris l'histoire, compris le cheminement de cet agresseur, de l'état de victime, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le condamner, hein, on est bien d'accord, il faut poser des actes de condamnation pour libérer hein, les gens de ces agressions-là. Après, il faut, en thérapie, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est de rejouer la scène autrement. La petite fille qu'elle était ou le petit garçon va revivre la scène, alors jouer symboliquement avec parfois toute une mise en scène. C'est les actes psychomagiques de Jodorowsky par exemple, mais ça se fait aussi en PNL, hein, ces choses-là. On va rejouer la scène avec les ressources d'aujourd'hui. Savoir se défendre, dire non, demander à l'adulte qui veut donner du plaisir de le vivre autrement. Si c'est un membre de la famille, ben, au lieu de voilà, lui dire non, non, je préfère que tu m'emmènes jouer et faire des jeux d'enfants et non pas des jeux d'adultes. Je ne suis pas prête pour ça. Donc, on va casser la représentation que l'enfant portait de cette histoire-là toute sa vie. Le drame va être vécu autrement. Voilà. Donc, on apporte des ressources à l'enfant qui a souffert.
Voilà, donc ça c'est une façon de travailler, mais il y a plein de façons de travailler en thérapie, hein. Il y a plein Oui, d'actes symboliques à faire des fois, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas vivre sans l'expression de ses souffrances. Hein, ce qui sauve, c'est d'exprimer ce qu'on a refoulé toute notre vie. c'est ça. Et ce qui rend malade, hein, c'est les croyances, c'est la culpabilité, parce que la victime est toujours coupable, elle se sent toujours coupable. Donc il faut qu'elle sorte de la culpabilité. Et c'est pas toujours évident, mais c'est l'accompagnement thérapeutique qui permet ça. Mmh. Merci beaucoup pour tout ça. On a encore 2 personnes qui parlent de problématiques. Après, on va s'arrêter parce que sinon on pourrait le faire toute la nuit, je crois. On pourrait en parler toute la nuit. Donc, il y a une personne, Vincent, qui nous demande une polypause. Merci pour votre retour. Je sais pas ce que c'est. C'est au niveau de la peau, je suppose? C'est quoi? C'est Polypause, un je ensemble n'ai de jamais polypes? entendu non plus, je vois pas ce que c'est. Oui. Ah, c'est un ensemble de polypes, hein, je pense. Ça peut être au niveau intestinal, mais ça Ah, peut être ailleurs. mmh. Mmh. C'est à quel niveau? C'est l'organe qui m'intéresse, moi. Et oui, c'est ça. Et oui, ouais. Parce que Alors, je suis pas médecin, hein, c'est pour ça que la médecine est intéressante pour le diagnostic, hein. c'est ça. Parce que ça peut être colique, nasal, à plusieurs endroits. Oui, Voilà. Ah, oui. Mais oui, qu'elle précise si elle veut savoir. c'est ça. Oui. Et puis, on a Chris qui nous parle d'anénomiose, pardon, endométriose et problèmes de hanche et pubalgie. Ouais, bah ça parle beaucoup de sexualité Mmh. et d'accueil de l'enfant. Alors, sur l'endométriose, l'anénomiose, j'ai aussi 2 témoignages de Audrey sur ma chaîne. Je l'invite à y aller, à écouter, hein, Mmh. ce qui a permis de basculer et d'enlever cette endométriose Alors, ovarienne, hein. Elle était sur c'est pas l'ovaire. tout. Je vais te lire la totalité parce que j'essaie de lire en travers. Mais tout s'est déclaré suite à une liaison avec une personne qui n'était pas libre. Mon corps manifeste-t-il une culpabilité? Alors, son adénomiose, c'est comme si elle voulait, heu on appelle ça le conflit du foyer, hein, pour accueillir l'enfant qui est ailleurs. C'est-à-dire que c'est comme si l'homme avec qui elle aurait peut-être aimé faire des enfants, ne pouvait pas vivre le foyer avec elle. Et donc c'est comme si elle essayait de mettre un foyer pour accueillir cet enfant à un autre endroit. Mmh. Comme si cet homme, bah, il ne pouvait accueillir un enfant que dans un autre foyer. Donc, elle essaie de trouver une solution pour, parce que c'est pas le bon pour elle. Dans ces conditions-là, elle ne peut pas accueillir cet enfant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. La pubalgie, on est sur une problématique de sexualité, hein, de dévalorisation, etc., d'accueil de la sexualité. Et le troisième symptôme, c'était? Problème de hanche Ouais, et adénomiose, tu nous l'as ouais, dit. on est sur la mobilité, hein, Mmh. de, de la hanche, hein, toujours de la sexualité. Donc ça parle vraiment d'accueillir l'enfant. Les hanches aussi, c'est le bassin, hein, c'est là où il y a l'utérus. Donc ça parle de sexualité et d'accueil de l'enfant. Et Mmh. son adénomium, son endométriose, tout ça parle vraiment d'un foyer qui n'est pas dans la situation où elle est aujourd'hui idéale pour accueillir un enfant. Donc il faudrait qu'elle regarde aussi dans sa généalogie, dans l'histoire de ses parents, qui n'a pas été prêt au bon moment pour accueillir un enfant. Les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir l'enfant. Donc la Mmh. sexualité était peut-être dangereuse dans le sens où elle aurait pu entraîner un enfant qui n'aurait pas pu être accueilli correctement. Eh oui. C'est une piste, voilà. Ah, OK, merci beaucoup. Alors Vincent nous donne, Vincent, c'est la personne qui avait le nez bouché en permanence et donc ce Ouais, sont des polypes nasales. ouais. Et il dit: «La question pour laquelle je ne souhaitais pas m'incarner est liée à un traumatisme in utero. Mon père violentait ma mère enceinte de moi». D'accord. Euh, le nez tout le temps bouché, c'est quand on fait des rhumes, hein, tout Oui. simplement. Là, c'est chronique chez lui. C'est aussi une façon de, quand on est agressé au sein de son territoire, c'est, on va dire, quand on se sent, pardon, menacé dans son territoire,
l'odorat est très très important. C'est-à-dire que pour les animaux, je parle en tant que mammifère, lorsqu'on sent la menace tourner autour de nous, rôder autour de nous, on sent les odeurs de cet agresseur, de ce prédateur. Et il est très très important d'être très vigilant sur le plan de l'odorat à ce moment-là. Donc, c'est comme si il avait pris l'angoisse, le terme c'est l'angoisse de mort qui rôde autour de lui, l'angoisse d'agression, mais c'est le conflit de sa maman. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne que la vie n'est pas être vigilant tout le temps par rapport à un agresseur qui serait là constamment autour de moi pour m'envahir dans mon espace. L'espace le plus intime, c'est l'odorat hein, à la fin. Il faut bien le comprendre hein, chez les animaux. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, y a cette angoisse qui va se manifester sous forme d'écoulement constant. Donc pour moi, c'est se sentir menacé dans son territoire. Il faut qu'il arrive à comprendre que la vie n'est pas que menace. Et puis, on a, merci pour la réponse pour Vincent. Je suis sûre que ça va beaucoup l'aider. Et puis aussi, on a Joël qui dit… Oui, je voulais préciser qu'avec une mère, il faut qu'il soit conscient que c'est le drame de sa maman qu'il a pris. Hein, oui, que c'est pas la réalité de la vie, de sa vie d'aujourd'hui. Mais pour son cerveau, c'est encore comme s'il était constamment menacé. Il se sentait menacé. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il le ressent, qu'il le précise peut-être dans sa réponse. Si ce n'est pas du tout ça, ben, il faut chercher une autre piste. Hein. Mais il est très probable qu'il ait pris l'angoisse de sa maman. C'est ça. Il dit oui, ça ne m'appartient pas, merci beaucoup. Oui, on est bien d'accord. Mais c'est encore en lui aujourd'hui. Et c'est comme si sa maman lui avait demandé de ressentir ça a posteriori pour le sauver. Mais il n'a plus besoin de ça pour vivre. Le monde n'est pas forcément menace. Il faut qu'il retrouve de la confiance dans la vie, dans ce qui l'environne. Exactement. C'est ça le changement de regard qui guérit. Hein. Et c'est un saut dans le vide. Hein. C'est pas évident, hein, parce qu'on s'est structuré toute notre vie sur nos conflits, quoi. Eh oui, c'est sûr. Et on a Joël, donc pour la polyarthrite, pour lesquelles tu as donné des réponses, qui dit « J'ai toujours su qu'il y avait un secret de famille chez moi, mais par contre, je ne peux plus demander à mes parents parce qu'ils ne vivent plus. » D'accord, donc c'est pas lui déjà, c'est pas cette personne. Joël, c'est une femme. Une femme, je veux dire, c'est pas elle, je veux dire, hein, oui. Oui. Et elle a pas des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Et il faut qu'elle voit aussi dans sa conception à elle, comment elle a été conçue, comment a été la relation. Après, il faut faire parler le langage de l'inconscient avec les différents langages des couleurs, le langage des oiseaux, le langage des formes, le langage du corps. Et là, on peut savoir si ça s'est passé dans la famille ou pas. Ouais. Oui, après, tout dépend comment elle vit aussi les choses. Elle doit le ressentir en elle. Elle doit le savoir, elle doit ressentir des choses. Voilà. Mais non, peu importe, si on n'a pas accès à l'information passée, on peut voir comment on vit les choses aujourd'hui. Tout à fait. Dans sa sexualité, dans son toucher, etc. Exactement, exactement. Oui, tout à fait. Bien. Alors, on n'a pas encore de réponse de Joël, mais en tous les cas, merci pour tout ce que tu nous as livré ce soir. Vraiment, il y a eu beaucoup de personnes intéressées et tu as vu, il y a eu énormément de demandes hein, dans le chat. Je pense qu'on a répondu à tout le monde, je l'espère en tous les cas, parce que comme il y On a avait beaucoup de répondu messages. superficiellement, parce qu'après, c'est des thérapies hein, qu'il faut faire. Hein. On est bien d'accord, tout à fait. Oui. Justement, comment on fait pour te contacter, Jean-Brice? Alors, moi déjà, je voudrais préciser que je ne fais pas de thérapie, hein, on est bien d'accord. J'apprends à travailler aux gens sur eux, sur leur famille, leur histoire, ou pour devenir naturopathe hein, ou praticien, à travers des séminaires, des fois en visio, même on peut le faire à distance, hein, certains séminaires. Alors, je les fais en direct la plupart du temps, et on peut les suivre en visio. Donc, moi, on me contacte simplement, j'ai un site, alsacenaturo.com, j'ai une chaîne YouTube où on peut voir pas mal de vidéos, d'exemples, de conférences, de réflexions et sur la naturopathie et un petit peu sur le décodage.
Donc, ça s'appelle Réflexion Santé Naturopathie, ou tapez mon nom, hein, vous trouverez. Ou alors en podcast aussi, hein. Et donc sinon, je fais encore occasionnellement de la consultation, mais pour ce qui est du décodage, pour les personnes qui ont vraiment des pathologies, qui ont besoin d'un suivi avec poser des actes, un travail généalogique, un travail vraiment de thérapie, j'ai des personnes vers qui je renvoie autour de chez moi, qui travaillent aussi en visio, qui sont des très bons thérapeutes. Voilà. Donc, ne me harcelez pas pour des consultations. Je n'en fais plus que très peu. J'en fais beaucoup en séminaire. Enfin, en séminaire, on prend pas mal d'exemples et on arrive à trouver des choses qui permettent à des personnes de lâcher. Mais c'est des débuts, hein. Après, il faut aller un petit peu plus loin. Mais sachez que la compréhension du sens de la maladie, c'est de la biologie. Hein, il faut bien comprendre le fonctionnement du corps humain, c'est accéder à l'inconscient et à tous les mécanismes. Ça s'explique très bien. Moi, je propose des séminaires de base sur ça. Donc, ils sont accessibles aussi par correspondance. On peut les commander si on ne les suit pas en direct. Ça change la vie. Voilà, vraiment, ça permet de comprendre qu'il y a on peut avoir vraiment un autre regard complètement différent sur la maladie, qui n'est pas simplement un symptôme dont on sait d'où il vient et pourquoi il est là. Mais attention, je voulais simplement préciser deux choses. C'est que, on a besoin de la médecine allopathique pour l'urgence. On en a besoin aussi pour faire des diagnostics corrects. Et ensuite, il faut faire attention non pas à se perdre dans des interprétations. On a tendance à vouloir tout interpréter après quand on fait du décodage. Partez de l'histoire de la personne. Le symptôme permet d'orienter un petit peu les choses, d'avoir une idée de quoi ça parle quand on connaît bien la biologie, mais ça ne suffit pas toujours. Voilà. Donc, l'histoire de la personne est plus importante. La façon dont elle parle et ses ressentis est plus importante que le symptôme. Voilà. Exactement. On a Nathalie qui, j'avais dit qu'après on répondrait plus, mais qui nous dit, moi, je rebondis sur la phrase, les grands-parents mangent les raisins verts, etc. Et moi, je grince des dents en permanence. Merci de m'éclairer. C'est la Elle dernière. elle fait du bruxisme. Voilà, C'est c'est ça? le bruit. Non, en fait, le bruxisme, ça, il faut aller chercher. Il y a deux pistes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ésotérisme, de magie noire dans la famille? C'est le secret révélé sans la parole. C'est comme si on n'avait pas le droit de révéler des choses, de parler. C'est parler sans rien dire, en fait. Donc, il y a des histoires de secrets, de choses qu'il ne faut pas divulguer non plus, là, dans le bruxisme. Mais parfois, il y a des histoires d'ésotérisme dans la famille, vous savez, un peu de magie noire, de gens qui sont autour de ça. Et ça fait bruxer, ça. Voilà, c'est ce qu'on a observé. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Écoute, c'était passionnant. J'ai adoré écouter tout ce que tu nous as livré. Très bien. Bah, écoutez, c'était sympa de partager ça avec vous. Et bah, je voulais juste finir par une petite phrase. La racine hébraïque de maladie, c'est mahala. Ça veut dire pardonner, renoncer. Et en fait, dans la maladie, c'est comme si on avait renoncé à une partie de nous-mêmes. C'est un vide qu'on essaie de combler par un symptôme. Et c'est vraiment un instant, il y a la famille qui arrive. Et donc, combler ce vide, c'est le travail en fait de la thérapie, hein, et comprendre qu'il y a toujours une solution, il y a toujours un sens, hein, quand on cherche vraiment. Voilà. Donc, essayez de combler ce manque et ce vide, pardon, en mettant quelque chose d'autre que du symptôme, c'est-à-dire en allant supprimer de la souffrance et en mettant de la compréhension, de la revalorisation, de l'acceptation pour sortir vraiment de la maladie. Souvent, on est malade parce qu'on porte des culpabilités, parce qu'on est plein de principes auxquels on ne veut pas renoncer. Et voilà, souvent, la maladie, elle ne tient pas à grand-chose. Voilà. Donc, soyez attentifs à là d'où vous venez et retenez que vous avez les ressources pour y faire face. Merci pour ce mot de la fin qui est génial. Effectivement, les ressources pour y faire face, on les a tous en nous. C'est clair et c'est ce que je dis toujours sur ma chaîne d'ailleurs. Et donc, eh bien, vous les avez vous aussi, en tous les cas, pour sortir de la maladie,
Merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Je te remercie Jean-Brice vraiment pour tout ce partage. C'était génial. Et puis, bien, je vous souhaite une très très belle soirée à tous et à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir à tous et merci pour l'accueil. Tu me dis quand tu as coupé.